Je vous remercie tous les deux. Nous allons passer à la suite. Professeur Casimir, je vous laisse le soin d'introduire le deuxième orateur de la journée. Le professeur Marc Radermecker est diplômé de l'Université de Liège en 1988. Sa formation chirurgicale s'est construite sous l'égide des professeurs Jacquet et Limet. Elle fut ensuite cette formation complétée par des séjours à l'étranger, à l'hôpital Broussais à Paris, sous la supervision des professeurs Alain Carpentier et Jean-Noël Fabiani, avec l'apprentissage de la chirurgie cardiaque adulte complexe et l'initiation d'une thèse d'agrégation. Ensuite, il va travailler à Londres dans les services du professeur Deleval, bien connu des pédiatres, et Stark en chirurgie cardiaque pédiatrique, et à l'occasion de suivre une formation en morphologie cardiaque avec le professeur Robert Anderson. Il défend sa thèse en 1997, dont le titre est Contribution à l'étude et aux applications des muscles striés squelettiques transformés dans l'assistance cardio-circulatoire. Il fut ensuite responsable de la chirurgie cardiaque pédiatrique sur le site de la Citadelle, puis s'orienta au CHU du Sartillement en chirurgie valvulaire, dont il a aujourd'hui une très grande expérience. Il est nommé chargé de cours en anatomie en 2010, devient professeur d'anatomie et de morphologie humaine en 2017. Ses recherches principales touchent à la pathologie valvulaire, en particulier la dégénérescence myxoïde de la valve mitrale, à l'Institut Giga de Liège, au laboratoire de biologie du tissu conjonctif de feu le professeur Lapierre, actuellement dirigé par le professeur Collige. Il travaille aussi sur l'anatomie cervico-faciale et thoracique et est actif dans la pédagogie en anatomie comme enseignant. Il est aussi formateur de nombreux jeunes chirurgiens cardiaques et est l'auteur de plus de 200 publications. Il va nous faire un exposé qui s'intitule « Allier recherche transversale sur la dégénérescence myxoïde de la valve mitrale et chirurgie mini-invasive, une nécessité et un privilège du chirurgien universitaire ». Professeur Radermecker, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, pour cette aimable introduction. Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues et chers amis, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous, c'est pour moi un honneur et un plaisir de pouvoir participer à ce symposium de chirurgie cardiaque organisé par l'Académie. Le plaisir est magnifié par le fait que votre invitation survient 20 ans après celle que m'avait faite à l'époque le professeur Georges de Primo. Mon exposé va être divisé en 3 parties. Je vais d'abord vous présenter quelques notions modernes de morphologie, de physiologie de la valve mitrale. Je vais ensuite parler de cette dégénérescence myxoïde qui est la première cause d'affection dégénérative de la valve mitrale, tant pour les cardiologues que pour les chirurgiens de nos jours. Et je vous montrerai les résultats principaux que nous avons obtenus au laboratoire de biologie des tissus conjonctifs. Enfin, je montrerai l'évolution qu'a pris et que prendra la procédure interventionnelle mitrale dans les années à venir. Alors, je voudrais d'emblée couper court à cette notion que la valve mitrale ne serait qu'un clapet fibreux unidirectionnel entre oreillette et ventricule. Dans cette préparation anatomique, vous voyez que la valve mitrale est en fait un complexe fait, vous suivez mon pointeur, de l'anneau mitral, des feuillets, des cordages qui tendent vers le muscle papillaire, le tout faisant partie intégrante du ventricule gauche. Cela est peut-être encore plus visible ici sur cette vision in vivo, échographique, de la valve mitrale du ventricule gauche. Voici l'oreillette gauche, le ventricule gauche, la chambre de chasse du ventricule gauche, la racine aortique avec la valve aortique. Et vous voyez ici au centre, à l'interface entre oreillette et ventricule, vous voyez ce que nous venons de considérer comme un complexe, le complexe valvulaire mitral, avec se confondant avec les structures fibreuses du cœur et les trigones, l'anneau mitral à ce niveau, les feuillets ici et là, les cordages, les muscles papillaires, l'ensemble appelé appareil sous-valvulaire, et sans l'oublier, la paroi ventriculaire d'où émerge le muscle papillaire en question que nous voyons ici. Cette vidéo pour montrer également que, sans aucun doute, cette structure valvulaire mitrale est soumise à contrainte mécanique à concurrence de 100 000 ouvertures-fermetures par jour, 40 millions de ces phénomènes par an et peut-être, si la vie est longue, jusqu'à 3 milliards de fois au cours d'une vie bien remplie. C'est donc sans surprise que nous passons de cette notion
de clapet fibreux que je veux voir révolu à une structure complexe qui est ici illustrée en haut. Vous avez une coupe longitudinale à travers le feuillet valvulaire mitral. L'oreillette se trouve ici, le ventricule est là. Vous avez juste sous l'endocarde, au contact de la chambre atriale, une couche que vous voyez ici qui est très riche en fibres élastiques, c'est la couche dite atrialis. Vous avez au niveau du ventricule, depuis la région annulaire ici, jusqu'au niveau, et se prolongeant même dans les cordages que vous ne voyez pas, une couche ici très riche en collagène, extrêmement structurée, avec l'orientation particulière des fibres, et cette couche s'appelle la fibrosa. Elle donne la résistance mécanique à la traction en particulier du feuillet valvulaire. Et puis entre les deux, entre l'atrialis, plus élastique, plus résiliente, la fibrosa, vous avez ici une couche qu'on appelle spongiosa, qui est riche en cellules, nous allons y revenir, qui est riche en protéoglycans et en glycosaminoglycans, et en particulier des protéoglycans qui, par leur recherche négative, sont extrêmement hydratés et jouent ce rôle de coussin amortisseur. La spongiosa est particulièrement dédiée à l'amortissement du choc mécanique et en particulier du stress en compression. C'est donc autre chose qu'une lame fibreuse, c'est une structure complexe, multilamellaire, dont vous voyez ici le schéma en bas, avec des cellules très particulières. Et ces cellules que vous voyez codées en vert sont en fait l'objet d'une grande étude depuis à peu près une quinzaine d'années. Ce sont les cellules interstitielles de la valve, ou VIC, qui sont à l'état normal quiescentes, c'est-à-dire qu'elles présentent un phénotype plutôt fibroblastique, mais peuvent s'activer. Ce sont leurs caractéristiques. Elles s'activent en myofibroblastes et parfois même en myoblastes. Ces cellules interstitielles que l'on rencontre plus particulièrement donc, au niveau de la zone spongiosa sont responsables de la maintenance de l'architecture du feuillet valvulaire. Elles procèdent à la sécrétion et la synthèse des fibres ainsi que la sécrétion de la matrice, et en particulier ces glycosaminoglycans et protéoglycans dont nous avons parlé. Lorsque elles s'activent, elles sont responsables de phénomènes adaptatifs au niveau du feuillet, mais également parfois de phénomènes adaptatifs qui vont trop loin, c'est précisément la dégénérescence myxoïde. Ces cellules, à vrai dire, sont très particulières. Elles ont une origine qui est maintenant au moins en partie connue. Vous les voyez ici avec leur code couleur vert. Elles apparaissent très tôt durant la formation du cœur préembryonnaire. On les voit apparaître vers la 4e, 5e semaine au niveau du tube cardiaque, à la jonction oreillette-ventricule. Elles apparaissent au niveau de bourrelets ou coussins endocardiques faits d'une protrusion de matrice extracellulaire riche en hyaluronant. Et ces cellules dérivent en fait, comme vous le voyez, par un processus que l'on connaît maintenant de mieux en mieux, qui est un processus de différenciation épithélio-mésenchymateuse. Elles dérivent en fait de l'endocarde. Elles le font sous l'influence de signaux transmis par le manteau myocardique et donc apparaissent très tôt à coloniser, à procéder à la formation des valves atrioventriculaires, la mitrale et la tricuspide. Dire qu'il s'agit d'une population strictement homogène est abusif. On sait déjà que les cellules, notamment de l'organe ou la séreuse proépicardique, interviennent dans cette population cellulaire. Et depuis récemment, vraiment très récemment, on sait qu'il existe également, contrairement à ce que l'on pensait, des cellules des crêtes neurales et des cellules pluripotentes d'origine hématopoïétique. Lorsque cette cellule s'active, je l'ai déjà dit, elle passe du stade quiescent au stade myofibroblastique et est responsable d'un remodelage du tissu valvulaire. Voici ce que ça donne lorsque le remodelage a duré. Il s'agit d'un processus qui peut s'étendre sur parfois plusieurs dizaines d'années. Vous avez deux valves que j'appellerai chirurgicales. Ici à droite, une dégénérescence myxoïde du segment médian de la valve postérieure. Vous appréciez ce tissu redondant, franchement myxoïde visuellement, avec, regardez,
des cordages qui, après probablement s'être allongés, se sont purement et simplement rompus. Il existe à ce niveau incontestablement une fuite mitrale volumineuse qui justifie une intervention. Et je montre à côté une valve tout à fait différente, dans le détail de laquelle je ne m'étendrai pas, qui est une affection à proprement parler plus souvent avec un substrat génétique. On rencontre des familles atteintes de ce type de dégénérescence valvulaire. Il s'agit de la maladie dite de Barlow de manière générique, avec un processus myxoïde, vous pouvez l'apprécier visuellement, qui intéresse autant le feuillet antérieur que le feuillet postérieur. Nous avons, deuxième partie de notre exposé, au laboratoire, largement utilisé sur base de fragments chirurgicaux, ce tissu myxoïde. Nous l'avons caractérisé au début de notre expérience de manière, je dirais, assez basique. Nous avons montré, regardez ici, entre la valve myxoïde et la valve normale, que la valve myxoïde était caractérisée par, en fait, la conservation des trois couches atriales, atrialis, fibrosa et spongiosa, mais que dans le cadre de la dégénérescence myxoïde, la spongiosa, par rapport à une valve normale, se trouve hypertrophiée. Augmentation du nombre des cellules, augmentation de la quantité de matrice sécrétée par les dites cellules ou moins dégradée par les enzymes qu'elles sécrètent. En tout état de cause, un feuillet globalement, regardez ces schémas qui montrent un remodelage avec épaississement manifeste du tissu et une cellularité qui est accrue. Ce remodelage n'est pas banal, il modifie la géométrie de la valve, la rend redondante, modifie sa courbure, et donc de là à penser qu'il y a des répercussions sur les contraintes mécaniques que la valve doit endurer, il n'y a qu'un pas. Nous avons très tôt réalisé de petites études transcriptomiques de la matrice extracellulaire au sein de ce tissu myxoïde envoyé au laboratoire. Nous avons trouvé des résultats intéressants, pas discordants malgré les apparences, avec de façon systématique une augmentation ici par QRT-PCR des petits protéoglycans riches en leucine, par exemple ici la décorine, très significativement augmentée dans le tissu myxoïde par rapport au tissu normal. Dans d'autres expérimentations, nous avons trouvé une augmentation significative du lumican. Ces petits protéoglycans riches en leucine permettent d'expliquer certaines anomalies de la valve puisqu'ils ont un rôle dans la fibrillogénèse, c'est-à-dire l'organisation fibrillaire et la résistance de la valve, en particulier la décorine par rapport à la constitution des fibres d'élastine. Ils ont un rôle sur la biodisponibilité des facteurs de croissance, notamment le TGF-bêta, et ils modulent quelque part, en enrobant les fibres collagènes, pardon pour cette expression simpliste, ils modulent l'activité des agréganases, donc des enzymes qui dégradent les fibres de la matrice. Tout cela nous semblait compatible avec ce que nous observions, mais loin d'être une explication satisfaisante, puisque nous ne savions dans ce que nous constations, l'augmentation des SLRP, ni s'il s'agissait de la cause ou de la conséquence du processus myxoïde. Nous avons donc dû changer de modèle, et très tôt, nous nous sommes, je dirais, attachés à développer la mise en culture des cellules interstitielles de la valve mitrale normale comme matériel de référence pour comprendre la physiopathologie de la dégénérescence myxoïde. Nous avons donc prélevé ces cellules avec l'aval du comité d'éthique au sein de valves mitrales normales, c'est-à-dire à partir de cœurs en fait de donneurs multi-organes mais dont l'organe cœur était récusé pour la transplantation. Nous avons, par la technique d'explant, dont le laboratoire est expert, réalisé par division successive de multiples cultures de cellules. Nous avons constitué une biobanque et ce sont les cellules interstitielles de la valve mitrale normale qui ont été à la base de toute notre recherche. Nous n'avons pas résisté au début de notre expérience à essayer d'étudier par transcriptomique globale sur plus de 22 000 gènes, le profil génétique et transcriptomique de la valve myxoïde par rapport à la valve mitrale normale. Et ciblant tout particulièrement les gènes modifiés
gènes qui interviennent dans l'homéostasie et la constitution de la matrice extracellulaire, nous avons regardé, été d'emblée surpris, cela a été confirmé par d'autres, de noter une activation des gènes codant pour la superfamille du TGF-bêta. Nous avons noté au sein de la valve myxoïde une sous-expression, -2 fois et demi, -3 fois, -3, des ADAMTS, donc des métalloprotéinases. Et nous avons trouvé, cela a été une réelle petite découverte, une diminution très nette de l'expression au sein du tissu myxoïde, diminution très nette, disais-je, des métallothionéines et d'une manière générale de toutes ces protéines intervenant dans la lutte antioxydante, antiradicalaire. Les métallothionéines sont des petites protéines riches en soufre qui, par leur radical thiol, jouent notamment un rôle dans l'homéostasie des métaux lourds et en particulier contrôlent très étroitement le pôle du zinc au niveau cellulaire. Elles ont un rôle antioxydant et beaucoup d'autres fonctions que l'on méconnaît. Nous avons eu la curiosité d'aller voir au niveau de notre tissu myxoïde ce qu'il en était effectivement concernant l'expression des métallothionéines. Je vous montre ici une étude immunohistochimique où l'on a marqué sur la valve mitrale normale les métallothionéines MT1, MT2 et mis en évidence, comme vous le voyez, une présence de ces petites protéines. Elles sont visuellement et du premier coup d'œil quasi absentes au niveau de la valve mitrale pathologique, myxoïde. Cela a été quantifié et nous avons pu le confirmer par le Western blot avec des différences ici très significatives, différences très significatives entre le tissu myxoïde où il n'y a quasi pas d'expression et le tissu sain. Nous avons donc conçu avec nos cellules interstitielles de culture, notre biobanque de cellules mitrales normales interstitielles, une expérience où assez naturellement nous avons étudié leur comportement en cas d'inhibition de la synthèse des métallothionéines par l'utilisation de siRNA spécifiques inhibiteurs. Nous avons observé immédiatement une activation de la voie TGF-bêta-2, TGF-bêta que nous avons pu vérifier par QRT-PCR et également par technique ELISA. Dans une autre expérience, nous avons soumis nos cellules interstitielles à du TGF-bêta-2 recombinant et nous avons observé, à notre grande surprise, de façon rapide et très démonstrative, une activation de nos cellules quiescentes interstitielles en myofibroblastes, donc expression de l'alpha-smooth muscle actin, expression de SOX9, et également la diminution d'expression par ces cellules très nette de la DAMTS1. Avec comme corollaire, dans le milieu de culture, nous avons pu le doser de façon très spécifique, l'accumulation de l'agrégant versican, qui est un protéoglycan de très grande taille, majeur, de la dégénérescence myxoïde. Nous avons donc vu, comme vous le voyez sur le schéma animé, pour la première fois expliquer le remodelage myxoïde et proposer en fait un mécanisme physiopathologique de la dégénérescence myxoïde, faisant intervenir ici des métallothionéines. Vous vous en doutez, nous n'avons pas résisté, et je reste assez succinct, à mettre en contrainte mécanique nos cellules interstitielles normales de valve mitrale. Nous l'avons fait en utilisant la technologie Flexor Cell, que vous voyez ici illustrée, où les cellules ensemencées à confluence sont ici dans ce puits de culture à concurrence de 150 000 sur une membrane Bioflex qui est donc extensible et cotée en collagène. Les cellules s'ancrent sur le collagène, puis le système Bioflex, par une pompe à vide, crée en fait une aspiration de la membrane de silicone, ce qui de facto soumet à un stress directionnel biaxial de l'ordre de 14%, un étirement donc de 14% de nos cellules. Nous avons réalisé ce type d'expérimentation, évidemment, pour essayer d'avoir une idée des mécanismes qui font le lien entre, d'une part,
les contraintes imposées au niveau de la matrice extracellulaire, les plaques d'adhésion focale via les intégrines et bien sûr la réponse cellulaire et en particulier la réponse au niveau du cytosquelette d'actine. Nous avons pu observer très tôt dans ce protocole une augmentation, déjà à la première heure, mais de façon assez étonnante, uniquement dans les premiers temps de l'expérimentation, du TGF-bêta 2. Nous n'avons pas pu montrer d'augmentation significative du TGF-bêta 1 ou du TGF-bêta 3. Nous avons confirmé l'activation de nos cellules sur le mode fibroblastique en montrant ici, dans les premières heures, l'augmentation du marqueur alpha smooth muscle actin. Par contre, et j'en viens ici sur le pan droit de la diapositive, nous avons pu, de manière extrêmement intéressante, démontrer par RT-PCR et sur le plan également protéique, l'expression du CTGF-bêta à 1 heure, 2 heures, jusqu'à 8 heures et même au-delà dans notre expérimentation. Ce CTGF-bêta est une protéine matricellulaire qui est en général considérée comme un facteur de croissance du tissu conjonctif. Il a un rôle sur les cellules fibroblastiques, il module et contrôle la matrice extracellulaire. Il est considéré même, notamment par les internistes, comme étant un marqueur fibrotique. On le rencontre dans la majorité des tissus soumis à contraintes mécaniques. Nous avons pu donc démontrer que ce CTGF-bêta était sécrété au plan protéique dans notre protocole expérimental. Et nous avons évidemment eu la curiosité d'étudier, c'est la diapositive suivante, le lien qui existe entre le stress mécanique que nous avons imposé à nos cellules et ne figurant pas, il aurait dû y figurer ici, le CTGF-bêta sécrété au plan protéique par nos cellules en tant que facteur de croissance de la matrice extracellulaire. Nous avons pu montrer dans nos expériences que le stress mécanique au niveau de nos cellules et dans le cadre strict de notre expérimentation Flexor Cell, que le stress mécanique était médié par la voie ROC1-2. Nous avons pu également montrer qu'il y avait une autre voie de perception de ce stress mécanique et de transduction du signal, indépendant de ROC1, c'est la voie MEC et phospho-ERK. Ce qui est très intéressant ici, c'est que phosphorylaté, phospho-ERK est capable de séparer le complexe MRTFA-G-actine. La voie des ROGTPA est également responsable de la mobilisation de la G-actine et de la formation de fibres de stress. Dans les deux cas de figure, vous voyez apparaître un facteur bien connu de ceux qui s'intéressent au tissu conjonctif, qui est le myocardine related transforming transcripting factor A, qui peut procéder à une migration intranucléaire et avec SRF constituer un facteur un complexe transcriptionnel qui va activer notamment la synthèse de CTGF. Alors cette synthèse de CTGF qui va être exportée au-delà de la cellule est concomitante parce que les gènes alpha-SMA et TGF-bêta2 ont également au niveau de leur promoteur des sites de fixation co-SRF, ont donc un effet global sur la cellule interstitielle. Ils l'activent et ils augmente la sécrétion dans le milieu de facteurs profibrotiques. Alors peut-être à quoi bon toute cette signalisation que je vous ai passée en détail? Eh bien c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons, regardez ici, des inhibiteurs comme CCG1423, des inhibiteurs de la translocation intranucléaire du MRTFA, et dès lors là un moyen pharmacologique possible pour contrôler le remodelage myxoïde, pour contrôler l'activation myofibroblastique de nos cellules interstitielles et peut-être sur le plan médical, en clinique, contrôler la dégénérescence myxoïde de nos patients. Dans l'attente de ce traitement peut-être miracle, il faudra l'éprouver. Nous avons toujours affaire à de la pathologie valvulaire mitrale à traiter chirurgicalement. Voici ici une valve mitrale en fin de processus avec un feuillet
postérieur très redondant. Cette valve est l'objet d'une dysfonction avec une fuite valvulaire qui impose évidemment un geste chirurgical. Et je pense que, je le dis avec un peu d'humour et un sourire au coin des lèvres, c'est sans doute rassurant qu'au sein de cette académie, je vienne rapporter 20 ans après que les données que j'annonçais à l'époque, que j'avais apprises auprès du professeur Carpentier, cette analyse fonctionnelle de la valve mitrale, sont toujours d'actualité de nos jours. Cardiologues, chirurgiens, utilisons le canevas du professeur Carpentier, qui avait eu cette idée géniale de simplifier la complexité de la valve mitrale en énonçant les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une valve mitrale, au final, pour le clinicien, fonctionne correctement. C'était qu'elle s'ouvre largement, comme vous le voyez ici en diastole, sans perte de charge lors du flux trans atrioventriculaire en diastole, et d'autre part qu'elle se ferme ici selon une large surface de coaptation en systole, selon une ligne harmonieuse, le fameux sourire mitral, qui partent d'une commissure à l'autre parallèlement au bord libre de la valve. Dans ces conditions, la valve fonctionne bien, et si ces conditions ne sont pas remplies, elle fonctionne mal. Je ne m'attarde pas sur les 3 types de Carpentier que vous connaissez. Le type 1, l'IM fonctionnel par dilatation de l'anneau. Le type 2, le prolapsus. Et le type 3, la restriction des mouvements valvulaires. Je vous montrais à l'époque cette chirurgie qui n'est pas révolue, mais qui se fait de moins en moins couramment, qui est une chirurgie ouverte où vous voyez le cœur largement exposé, image à laquelle vous êtes habitués, avec cannulation aortique et cannulation bicale. Non, à l'heure actuelle, résolument et depuis des années, nous avons opté vers cette tendance irrépressible, nécessaire, ceci figurait dans le titre de mon exposé, de la chirurgie cardiaque qui est d'évoluer vers des techniques mini-invasives. Alors ça peut être robotique, ça peut être vidéo-assisté. Nous avons fait le choix ici, pour des raisons particulières, d'assistance vidéo. Vous voyez une plastie mitrale qui est réalisée dans un contexte tout à fait différent de celui de la sternotomie médiane. Le patient est mis en décubitus latéral. On opère par une voie d'incision de l'ordre de 5 à 6 cm. On utilise la vidéo évidemment comme système de visualisation. L'instrumentalisation, vous pouvez le constater, est dédiée, tout à fait spécifique. Et dans tout état de cause, les mains ne rentrent plus dans le thorax d'une forme ou de l'autre que ce soit. Cette chirurgie mini-invasive va bien au-delà de l'avantage qui semble évident, qui est celui de la cosmétique. Il s'agit bien sûr de moins d'attrition tissulaire. Le professeur Lacroix faisait allusion à moins de réactions inflammatoires post-chirurgicales en termes notamment de sécrétion de cytokines et d'interleukines. C'est aussi, vous l'avez compris, de façon visuelle, presque aucune, je suis assez catégorique, presque aucune modification sur la physiologie respiratoire et notamment l'intégrité du soufflet thoraco-pulmonaire après ce type d'intervention. Et donc, en clair, une réhabilitation du patient qui est 2 à 3 fois plus rapide. Je termine en vous montrant une chirurgie mitrale moderne réalisée par cette voie pour une insuffisance mitrale que vous comprenez aisément ici. C'est un homme de 50 ans qui présente une fuite mitrale sévère par prolapsus, regardez, du feuillet antérieur qui ne vient pas se coapter avec le feuillet postérieur. Il existe une fuite mitrale volumineuse par cette solution de continuité ventriculo-atriale. Voici la vidéo péropératoire, la vision du chirurgien dans la procédure, après que l'essentiel de la réparation ait été fait. Le ventricule a été pressurisé avec du liquide physiologique et vous voyez que la valve est étanche avec une belle ligne de coaptation. Nous extrayons le liquide qui mettait sous pression le ventricule pour démontrer ce qu'est une valve qui fuit, c'est celle où l'aspirateur vient de forcer la fuite. Et vous voyez ici le geste réparateur, les cordages artificiels qui corrigent la rupture de cordage du feuillet antérieur. Avec un anneau en place, nous avons une valve, voici l'anneau, une valve qui fonctionne désormais bien, avec une surface de coaptation qui est restaurée, et vous pouvez le juger ici par ce Doppler couleur,
une absence de fuite en systole. Pour autant, nous ne devons pas, en tant que chirurgiens, nous reposer sur cette chirurgie mini-invasive qui utilise quand même la CEC. Il faut aller plus loin et, en collaboration avec les cardiologues, nous étudions des approches encore moins agressives. Par exemple, ici, l'implantation par voie certes chirurgicale, mais guidée par le cardiologue, de néocordage pour traiter très tôt ces petites fuites mitrales qui résultent de rupture de 1 ou 2 cordages. Il s'agit ici, en l'occurrence, de la voie thérapeutique que je considère toujours à l'épreuve de l'évaluation clinique, qui est la voie néocorde. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, j'espère au travers de cet exposé, qui effectivement a dépassé de 5 minutes le temps imparti, vous avoir montré que le complexe valvulaire mitral, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, est une structure dynamique où les cellules interstitielles que l'on connaît de mieux en mieux et que l'on étudie largement au laboratoire de biologie des tissus conjonctifs et au GIGA de Liège, jouent un rôle déterminant, notamment dans le remodelage. Alors, de mon point de vue, ce remodelage peut être un processus adaptatif dans un premier temps, mais très souvent, comme cela est observé dans les processus biologiques, à la longue, s'il perdure, il est cause de pathologie, de dysfonction valvulaire et donc d'insuffisance mitrale. Je vous ai montré 2 schémas physiopathologiques mis en évidence ici à Liège qui démontrent le rôle à la fois des métallothionéines et du stress mécanique sur ce processus de remodelage myxoïde de la valve mitrale. J'ai laissé entrevoir que la meilleure connaissance de la transduction, notamment du signal mécanique au niveau de ces cellules, pouvait, par l'utilisation d'inhibiteurs pharmacologiques spécifiques, aboutir à un contrôle peut-être pharmacologique du processus de dégénérescence mitrale. Je vous ai montré également que la plastie mitrale a été, ça je ne l'ai pas vraiment démontré, mais à la base du développement de la chirurgie mini-invasive. Et je voudrais citer ici en Belgique le docteur Hugo van Hermen, chez lequel j'ai été apprendre une partie de cette chirurgie, qui a été un réel pionnier de la chirurgie mitrale mini-invasive vidéo-assistée de par le monde. Je vous ai dit, et vous le savez, que c'est une opération durable et efficace, mais que sa valeur est augmentée par toutes nos approches mini-invasives. Et je définis avec vous ce terme que j'ai déjà utilisé. Qu'est-ce que la valeur d'une procédure interventionnelle pour les cardiologues, pour le chirurgien, pour le clinicien? Eh bien, c'est tout simplement le rapport entre au numérateur son efficacité absolue sur au dénominateur son invasivité. Vous me pardonnez le néologisme, j'aurais pu mettre son agressivité. Vous savez tous que pour traiter, par exemple, et changer un peu de registre, mais en restant chirurgical, la pathologie de l'interventriculaire antérieur, la sténose de l'IVA, la mammaire interne est meilleure que le stent endocoronaire. Pour autant, le stent est délivré avec tellement peu d'invasivité, et je reviens sur cet anglicisme, que la valeur du stent dans l'IVA proximal est énorme, même par rapport à la chirurgie qui présente toujours une agressivité importante. Je crois que c'est une notion importante. C'est par là que je terminerai cet exposé, non sans remercier le laboratoire de biologie des tissus conjonctifs, et je veux mettre à l'honneur les professeurs Collige et Nussgens, sans remercier le giga cardiovasculaire, en particulier notre doctorante, le docteur Alexia Hulin, sans remercier l'ULG, la Fondation Léon Frédéric, et bien sûr mes collègues au sein du département de chirurgie. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie pour votre attention et votre intérêt à ce sujet. Merci, professeur Radermaecker. J'ai une première question pour vous avec le président. Je voudrais quand même vous rappeler à tous que vous ne devez pas hésiter à poser des questions. Je pense que les conférenciers sont aussi là pour apporter des précisions, même si effectivement ces conférences étaient très complètes et très intéressantes. Donc je laisse la parole au président. Mais merci beaucoup, en tout cas, professeur Radermaecker, pour cet exposé qui allie, je dirais, les prouesses techniques sur le plan chirurgical à l'interrogation scientifique au plus haut niveau, et c'était vraiment très passionnant. J'ai en fait des questions de naïf parce que ce n'est pas mon domaine, mais la première question que je voulais
posé, c'était bien sûr les autres valves du cœur sont aussi soumises à des contraintes mécaniques particulièrement importantes. Et donc la première question, c'était est-ce que cette forme de dégénérescence est observée aussi sur d'autres valves? Ça, c'était une première question. Je vais peut-être poser mes trois questions comme ça. La deuxième, c'est l'intérêt pour les métalloprotéines et en particulier le métabolisme du zinc dont vous avez parlé. Le zinc, à ma connaissance, est au moins la métalloenzyme de plus de 150 enzymes connues dans notre corps. Y a-t-il un intérêt, je dirais, à pousser dans ce cas le métabolisme du zinc dans cette pathologie? Et le dernier point, c'est les aspects plutôt inflammatoires. Est-ce que cette pathologie a des composantes inflammatoires? Et en la matière, si c'est le cas, est-ce qu'il y a des différences entre hommes et femmes, notamment dans le pronostic et l'intensité de la pathologie? Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour ces questions. Concernant votre première question sur le fait qu'il y a évidemment 4 valves au niveau cardiaque et observe-t-on le même processus ailleurs? La réponse est à la fois oui et non. La pathologie mitrale est importante, mais la pathologie aortique est encore plus fréquente. Et les cellules interstitielles de la valve que l'on trouve au niveau de la valve aortique ont certaines, je dirais, correspondances avec celles de la valve mitrale, mais des différences également foncièrement différentes. Et en particulier, lorsqu'elles s'activent, je l'ai brièvement évoqué lors de mon exposé, les cellules mitrales ont un profil plutôt chondrogénique, alors que les cellules interstitielles de la valve aortique ont un profil plus ostéogénique, ce qui explique sans différence absolue entre les deux, mais qu'en général, la dégénérescence de la valve aortique, son remodelage aboutit presque toujours à des processus de calcification, en particulier de la sténose, alors que c'est plus rare, sauf au niveau des régions de l'anneau, dans la pathologie mitrale. Cette pathologie est également présente dans des affections dont on pense que le substrat est génétique au niveau de la tricuspide. Et par exemple, dans la maladie de Barlow, sans que les gènes qui permettent ce remodelage au long cours myxoïde de la valve mitrale et donc à la pathologie mitrale, on trouve régulièrement des valves que les Américains appellent floppy, c'est-à-dire redondantes, exubérantes, par excès de tissu au niveau tricuspide. Votre deuxième question, les métalloprotéinases, évidemment, sont impliquées dans l'homéostasie du zinc. Je pense que votre suggestion d'étudier ce métabolisme pourrait être intéressante. Il ne faut toutefois pas sous-estimer le rôle, notamment en tant qu'antioxydant, par le radical thiol, intervenant donc dans les phénomènes d'oxydoréduction, des métallothionéines. J'ai par ailleurs montré que la glutarédoxine, que la thiorédoxine, que la NADPH oxydoréductase étaient diminuées dans, je dirais, le cadre de l'expression génique du tissu myxoïde, et il y a peut-être là vraiment un problème d'agression radicalaire, et on sait, mais je laisserai parler des experts de la matrice conjonctive, que les modifications de stress, soit entraînant une synthèse ou une réduction, une synthèse, donc une augmentation ou une réduction par dégradation des protéines fibrillaires de la matrice extracellulaire, s'accompagne toujours d'une production radicalaire. Et donc là, un déséquilibre entre les moyens de défense et les contraintes imposées pourrait être intéressant. Donc, des métallothionines qui ont en fait, au-delà des aspects physiologiques connus au niveau cellulaire, de nombreux mécanismes anticipés. Et enfin, l'inflammation, votre troisième question, eh bien, à vrai dire, on n'en trouve pas tellement dans la valve myxoïde. C'est un peu différent au niveau de la valve aortique par le biais d'une dysfonction endothéliale, des processus qui s'initient différemment qu'au niveau de la valve mitrale, où vous savez que notamment la sclérose aortique puis la stéose aortique passent par un stade assez analogue et les facteurs de risque sont similaires avec notamment ceux qui déclenchent l'athérosclérose. Donc là, inflammation il y a. Au niveau de la mitrale, honnêtement, non. Et donc, il n'y a pas non plus de différence notable entre hommes et femmes, et en particulier pour toutes ces affections qui ont une prédisposition génétique, les formes familiales, où manifestement on observe autant
de maladie de Barlow chez des femmes que chez des hommes. Je vous remercie pour vos questions. Merci à vous. Merci. Alors, on va accueillir tout de suite Vincenzo Dorio du CHU de Liège, mais juste le temps de le passer en panéliste. Yannick, voilà. Professeur Dorio, on peut vous voir et vous entendre? Oui, merci Vanessa. Merci Marc pour ce brillant exposé. Je voulais juste poser une petite question. Tu as montré en fait l'influence sur l'expression polygénique des cellules interstitielles soumises à une contrainte mécanique. Il se fait que la correction de la fuite mitrale expose cette valve à des contraintes mécaniques différentes et en particulier, on suppose que après la correction, notamment de l'insuffisance mitrale, les contraintes qui sont celles de chacun des feuillets deviennent probablement plus importantes. Alors, qu'en est-il de l'expression de cette polygénie qui est incluse, comme tu le disais, dans la dégénérescence myxoïde? Y a-t-il une modification éventuellement de cette expression et par conséquent, quel serait le risque de voir réapparaître ou en tout cas s'aggraver cette dégénérescence après correction mécanique de la fuite mitrale? Merci, Monsieur le doyen, professeur Dorio, cher Vincent, pour cette question. Elle est évidemment pertinente, mais je n'en ai pas la réponse, puisque notre étude transcriptomique a été réalisée sur du matériel, en l'occurrence du tissu myxoïde prélevé lors de la chirurgie pour, je dirais, lors de la première intervention. Et je n'aurai pas l'outrecuidance de dire que nous ne réopérerons jamais de nos malades opérés de plastie mitrale, mais il est clair que dans ces conditions, évidemment, le prélèvement rigoureux de matériel, pour pouvoir le comparer à du tissu sain, se prête moins bien, vous le comprendrez. Et donc, je n'ai pas de réponse, sauf que l'objectif concernant la question du stress est fondamentale et que le succès de la plastie mitrale, et je réfère à cela au schéma de l'analyse fonctionnelle de Carpentier, le succès de la plastie mitrale, en ce compris les techniques sur le feuillet, mais également la mise en place d'un anneau qui restaure la coaptation et donc qui permet l'affrontement des feuillets, est fondamental en ce sens que c'est lui qui assure une répartition homogène, bien réalisée, du stress que doit encourir la valve. Et si la dégénérescence myxoïde est un processus évolutif, c'est bien précisément parce qu'au fur et à mesure du remodelage du feuillet, le stress, en fait, par la courbure notamment du feuillet qui se majore, est progressivement croissant et donc un phénomène auto-entretenu. Passé la chirurgie bien réalisée, nous restaurons les conditions normales d'une coaptation qui se fait, en fait, avec juste au niveau de la surface de coaptation, un stress en compression qui assure une étanchéité à 100%, et ce qui allège d'autant le reste en termes de stress en traction sur le feuillet. Donc, la plastie mitrale est en fait une opération durable parce qu'elle adresse, je l'ai expliqué ici en termes mécaniques et pas cellulaires, la contrainte de stress au niveau de la valve en fermeture. On n'observe pas de remodelage négatif, c'est-à-dire que les feuillets qu'on a réparés et qui sont bien coaptés après une opération, qui le restent toujours 15 ans après, restent toujours des feuillets épaissis quand on les analyse en échographie. Donc il n'y a pas de remodelage négatif vers le retour à un feuillet d'épaisseur normale. Mais je ne puis en dire plus. Merci.